Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Ok, Tita. Hello, hello. Salut, podcast. Salut. Je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui. Ça me tient à cœur vu que on a une amitié maintenant qui fait quand même qui a environ 5 années, quelque chose comme ça. Ouais, et pour c'est ça. entrer dans le vif du sujet, partageons un peu qu'est-ce qui nous a reliés en tout cas. On avait des valeurs communes à l'époque. Et c'était quoi pour toi la valeur commune ou les valeurs communes qui ont fait qu'on s'est rapprochés et qu'on s'est connus comme ça? D'abord, salut à ceux qui nous écoutent. Merci Max pour ton invitation pour ton podcast. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait, je sais pas combien exactement, mais quelques années en tout cas, qu'on se connaît. Et je pense que les valeurs communes qui nous ont réunis, c'est avant tout, je pense, c'est la curiosité. La première, puisque je me souviendrai toujours de la manière dont le contact a été établi par toi. C'est toi qui avais pris cette initiative en me contactant. Et après, je pense que les valeurs qu'on fait que ça dure, c'est, je pense, déjà aussi une ouverture d'esprit, le fait de vouloir partager les choses, de vouloir prendre et donner en même temps. Je pense que c'est les principales valeurs qui font que cette amitié, cet amour dure depuis ces années-là et que ça s'émancipe aussi avec le temps. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, tout ce qu'on construit à l'intérieur de ces valeurs peuvent être des sous-valeurs, mais je pense que pour moi, les principales, elles sont là, quoi. Yes. On était en Suisse à l'époque. Moi, j'étais en Suisse depuis que j'ai déménagé. Et on avait en tout cas effectivement cette dimension commune quand on s'est rencontrés autour du coaching, autour du développement personnel. Comment toi, après toutes ces années, en tout cas aujourd'hui, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Comment tu le vis également au quotidien? Quelle est, on va dire, est-ce que ta philosophie de vie, comment elle a évolué depuis ce temps-là, on va dire? Alors écoute, tu as employé un mot qui est très juste, tu as dit comment elle a évolué. Je pense que ma philosophie de vie, elle est très évolutive. Et ce qu'on a pu imaginer à l'époque, pour moi, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Euh, on en a souvent parlé ensemble. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord. Ça résonnait pas au fond de moi la manière dont on appréhendait le coaching à l'école où j'ai passé mon master notamment. Et puis après, dans la vie, c'est vrai que c'est un terme qui est très galvaudé. C'est comme on parle beaucoup de développement personnel. Moi, aujourd'hui, je préfère parler d'évolution personnelle quand j'emploie ce mot-là ou d'accompagnement. Mais moi, aujourd'hui, j'essaie surtout d'utiliser qui je suis, les compétences que je peux avoir et puis que je continue à avoir, puisque je suis un éternel étudiant et je passe mon temps à m'informer et à me former pour, euh, pour mettre ça au service de mes semblables, de ceux qui souhaitent aussi évoluer dans leur vie et puis amorcer certains changements. Donc, si tu veux, c'est vraiment le maître mot, je pense, qui gère ma vie aujourd'hui dans cet accompagnement-là, c'est adaptabilité. C'est-à-dire que je m'adapte au contexte et surtout aux personnes. On est tous différents, on a tous une histoire différente, une personnalité différente, un contexte de vie différent. Donc, toutes ces différences-là font que je pense que ça serait illusoire d'imaginer qu'on puisse créer quelque chose qui soit universel. C'est comme ça que moi j'ai pu créer des programmes que j'ai jamais mis en vente parce qu'à l'époque j'ai refusé de mettre ça en vente parce que ça résonnait plus dans ma philosophie de vie, dans mon éthique personnelle, où je me disais non, ça peut correspondre à une personne mais pas forcément à une autre. Donc aujourd'hui c'est ça, j'appréhende ça de cette manière-là. J'écoute la personne et je m'adapte à ses besoins et non pas l'inverse, quoi. D'accord. Ça répond à ta question.
On a fait, bien sûr, ouais. On a fait, je me souviens en tout cas de ce qui même me manque un peu aujourd'hui aussi, c'était d'une part nos Knockburn, nos marches, nos marches entre couilles la nuit. Et il y avait cette notion qui m'a appelé un peu quand tu as parlé de ce thème-là, justement d'accompagnement, que ce soit juste pour les personnes, etc. Mais cette place de l'homme, en fait, et en l'occurrence de l'homme artiste, dans un monde voilà, qui est en constante évolution, qui est en constante rechamboulement, ou des fois, justement, un peu à l'image du coaching, tu vois, comme même moi à l'époque, on a ce côté conformisme. Il y a une nouvelle idée qui vient, tu vois, ou que ce soit une approche de coaching ou une approche d'accompagnement, même une approche de style de vie, si on prend à une échelle un peu plus au niveau du système aujourd'hui, ou avec toutes ces contraintes qui un peu augmentent dans nos vies. Et puis, on a les êtres un peu comme nous, les hommes artistes. J'aimerais également, qu'on parle aussi de ton côté, ton écriture, en fait. Comme moi, un peu la musique, tu as un talent qui est extraordinaire. Mais on faisait ces marches et c'était comme si on créait notre monde ensemble. On crée ce monde dans lequel on se sent à notre place, pas du fait qu'on est géographiquement au même endroit, mais juste du fait qu'on est ensemble et qu'on partage qu'on tisse ce lien ensemble, cette même vision du monde qu'on a dans notre cœur. Et aujourd'hui, justement, c'est comment toi tu te sens en tant qu'homme artiste qui a un monde dans son cœur, qui porte un monde dans son cœur, et si tu veux également justement partager cette vision de ce monde que tu portes en toi, et comment tu te sens au quotidien justement dans ce cheminement, dans ce processus de transformation qui est continu. Comment ça se passe pour toi justement en ce moment? Bah alors effectivement, ce que tu dis c'est très juste. On vit aujourd'hui, on est dans une ère de bouleversement, de changements extrêmement intenses où les choses vont de plus en plus vite. Et comme tu l'as dit très justement aussi, euh, on s'est créé notre monde à nous sans forcément être ensemble géographiquement. Ça signifie qu'en fait, tu peux te rendre compte d'une manière très aisée que finalement, le monde n'a aucune notion géographique. C'est une notion interne, en fait, que chacun a en lui, dans son cœur, dans son âme, etc. Et en fait, on arrive à se retrouver, se rejoindre. C'est pour ça qu'on parle souvent, on dit on est sur la même longueur d'onde. On parle d'onde, on parle pas d'un point géographique. Et la plupart du temps, on n'est jamais aussi seul qu'au milieu de la foule, et pourtant on est tous au même endroit. Donc le fait d'être à un endroit spécifique avec des gens, c'est pas ça qui te fait te rapprocher d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les affinités, les accointances, les choses comme ça qui font que les gens se réunissent par méthodologie de pensée, idéologie, croyances, etc. Donc ce monde-là, on se le crée en permanence et il oscille au fur et à mesure du contexte. Donc suivant l'endroit où on est, il a un impact aussi, mais on peut très bien se ramifier à des gens avec qui on a de l'affection, avec qui on a de l'amour, de l'amitié, et puis outrepasser ces frontières d'espace-temps, d'espace géographique. Donc aujourd'hui, moi, je le vis comme ça, et à travers ce que je veux faire, ce que je veux être, qui je peux être aussi. Tu parlais de notions artistiques par rapport à l'écriture. Ben voilà, moi, tu sais, j'ai écrit un bouquin qui est sorti il y a quelques mois. Ce livre, je l'ai fait avant tout pour moi, c'est ce que j'explique aussi dedans, et puis après pour les autres. Mais je pense que chaque démarche qu'entreprend l'être humain doit au départ être fondamentalement égoïste, puisque il faut d'abord qu'on soit bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Ça veut dire que la plupart du temps, euh, avant de pouvoir s'orienter et donner le meilleur de soi aux autres, il faut qu'on soit vraiment bien avec soi-même. Et moi, j'avais besoin d'écrire ce livre en guise peut-être de thérapie par rapport à tout ce que j'ai vécu, et puis aussi pour donner ça, pour aider les gens que ça peut aider, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, que ça soit toi avec la musique, quand tu fais ta musique, cette musique, elle te remplit le cœur à toi d'abord, avant de pouvoir irradier les gens qui vont l'entendre et l'écouter. Et ça, c'est une notion qu'on oublie trop souvent parce qu'on est dans un monde d'information où cette information transite de plus en plus rapidement d'un pôle à l'autre de la Terre, avant même qu'on ait le temps de l'ingurgiter. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc tout ça modifie le spectre de la manière dont on peut vivre les choses et a fortiori une passion
ou un art, quel qu'il soit. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de me recentrer en me dégageant du résultat. Je pense que la clé, elle est là. Et moi qui ai été longtemps dans la compétition, dans la performance et tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'années pour arriver à sortir de cette vision de performance et pouvoir prendre les choses comme elles sont en s'en foutant du résultat. Et c'est quand tu n'as plus rien à foutre du résultat que tu fais les plus belles choses finalement. Tant que tu as une vision commerciale ou une vision de vouloir donner quelque chose, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent tu donnes le contraire de ce que tu voudrais parce que finalement tu n'es plus toi-même au moment où tu fais ça. Tu es t'es dans une recherche de performance de nouveau et du coup, je pense que ça modifie ton intention et surtout tes capacités. Mais si tu te dégages de ça, si tu arrives à dire, bah, c'est pas grave, moi, quand j'ai fait mon bouquin, je me suis dit, si je vends un bouquin, ben, je m'en fous. Si ça peut aider la personne qui le lit, c'est génial. Si maintenant, j'en vends pas, ben, tant pis, mais au moins, j'aurais fait mon truc. Puis si maintenant, j'en vends plein, ben, tant mieux. Mais qu'importe. Et du coup, j'ai pu le faire et le réaliser dans des conditions qui étaient moi-même au moment où je l'ai fait. Aujourd'hui, si je le faisais, ça serait différent parce que je suis plus le même qu'il y a quelques mois. Mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à ce processus? Ouais, bien sûr, ça résonne parfaitement. Mais et justement, ce bouquin-là, si on prend un peu on a tous, tu sais, j'aime voir un peu, moi je m'en sers également dans ma contribution. L'histoire nous aide à nous rappeler, parce que naturellement, la mémoire de l'homme, bah, avec le temps, elle s'estompe. Et parfois, on oublie même des victoires, des choses qu'on a eues dans le passé, des challenges qu'on a surmontés. Pour toi, en tant que justement homme artiste et écrivain comme tu es, quels ont été peut-être c'est même des chapitres qui ont rythmé ton bouquin. Tu nous diras également où on peut le trouver. Mais quels ont été ces passages de ta vie où on va dire, où tu as eu les plus... Parce que naturellement, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, vu que tu es plus âgé, mais on se rend compte que c'est pas l'âge qui est important. On se rend compte que de génération en génération, on a l'impression qu'il y a des cycles qui reviennent, qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent. Et qu'on soit jeune, vieux, vu que c'est marqué dans la conscience collective, c'est comme si ces challenges-là, ben, naturellement, on est amené à les revivre. Et aujourd'hui, c'est un peu ça aussi qui me tient à cœur de partager aux gens. Mais quels ont été pour toi, on va dire, allez, les trois plus gros challenges que tu as vécu en tant qu'homme sensible? En tant qu'artiste, écrivain, tu es un homme sensible. Et quelles ont été les trois plus grandes, je dirais, percées que tu as réalisées, en fait, et qui t'ont vraiment fait ben, réavancer et remettre le cycle en mouvement. Quels ont été-ils et est-ce que tu en parles dans ton bouquin? Alors, oui, bien sûr, j'en parle dans mon livre. En fait, c'est un livre qui est à la fois, c'est une autobiographie sur un certain passage de ma vie, et puis un livre qui est très critique sur notre société occidentale, et puis dans lequel je donne un peu tous les trucs et ma vision des choses, comment je m'en suis sorti, en fait, comment je me suis sorti de la maladie sans médication, mais c'est aussi un regard très corrosif sur notre société occidentale. Après, au niveau de l'expérience, et je pense qu'effectivement, il y a pas, c'est pas l'âge qui fait l'expérience. Il y a des gens qui peuvent devenir très vieux avec très peu d'expérience parce qu'ils ont jamais fait grand chose. Et je pense que tu fais les choses à partir du moment où tu t'autorises à sortir de ta zone de confort. Et les trois plus grandes choses qui m'ont fait avancer dans ma vie, ça a toujours été des choses dramatiques qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Euh, une des premières choses, il y a une chose qui est vaste, je vais appeler ça l'amour, mais l'amour en tant que couple, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire que quand j'étais très amoureux, j'avais un peu comme une muse, on va dire, et puis c'est quelque chose qui me rendait extrêmement prolifique en termes d'inspiration, au même titre que lors des séparations, c'était la même chose. Et à vrai dire, j'ai écrit ce bouquin, mais j'ai écrit beaucoup de poèmes, j'ai écrit des spectacles, j'ai beaucoup d'écrits aussi dans ma musette. Et toute la substantifique moelle que j'ai pu extraire de mon cœur et qui a jailli à l'encre de ma plume à travers tous ces moments-là, je pense que ça reste des moments d'intense émotion, mais souvent dramatiques.
Et je pense notamment à la perte de proches, comme la perte de mon frère, la perte de mon père, la perte de ma mère. Ça, c'est des choses, c'était des chocs émotionnels qu'on révélé et réveillé beaucoup de choses. Dans le côté positif, une chose aussi qui était importante dans ces trois grandes choses, ça a été mes enfants. C'est-à-dire, moi j'ai 4 enfants, 2 petits-enfants à l'heure où on fait cet audio. Et quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais toujours des enfants. J'avais même jamais tiré un coup de ma vie que je voulais déjà des gosses, moi. Et quand j'ai eu mon premier gosse, ça a été un bouleversement extrêmement profond en moi qui a généré aussi une énorme vague, un tsunami de créativité parce que ça m'a touché en plein cœur et puis que ça a réveillé et révélé ce potentiel que j'avais aussi en moi, que j'utilisais déjà, hein, mais qui a été, on va dire, je l'ai purgé d'une autre manière, je l'ai utilisé d'une autre manière. Donc c'était un moment très très puissant. Et puis le troisième, donc le premier, c'est, on va dire, c'est les enfants. Il n'y a pas d'ordre. Je dis ça, c'est pas chronologique, mais le deuxième, c'est comme on vient de le dire. Donc il y a eu les enfants. Après, il y a eu tous les moments forts de décès, etc. Et puis le troisième, je pense qu'il a été très très important et certainement même le plus important, s'il devait y avoir un ordre chronologique, c'est la maladie. La confrontation à la maladie parce que je faisais pas les bons choix de vie. Et ça, on oublie souvent que quand on s'écoute pas, quand on n'écoute pas son cœur et son corps, à un moment donné, le mal a dit, donc il vient te dire quelque chose. Et moi, je l'ai pas écouté pendant des années et ça a touché un point extrêmement dramatique qui a failli me coûter la vie. Et si tu fais pas un virage à 180 degrés à ce moment-là pour changer et aller dans le sens qu'il faut, je pense que c'est là qu'on bascule de l'autre côté et qu'on meurt. Donc pour moi, la plus grosse source de changement dans ma vie, tant dans l'inspiration qu'un changement pur de toutes sortes, ça a vraiment été cette confrontation avec la mort à travers la maladie, puisque j'ai déjà été confronté plein de fois à travers la mort en tant qu'alpiniste, etc., puis avec les sports que j'ai pu faire, extrêmes et autres. Mais c'est ça, pour moi, les trois grands pôles générateurs d'énergie, de changement, de grosse puissance, c'est ça, c'est les enfants, euh, la mort et les séparations, que ce soit des proches ou des gens avec qui j'ai vécu, et puis la maladie. C'est ce qui est beau là-dedans, c'est que dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ces trois challenges-là, ce sont également tes trois percées. C'est-à-dire que ces trois challenges qui ont été à première vue je dirais pas des catastrophes, parce que la mort d'un enfant, mais c'est, on va dire, un bouleversement, un changement brutal, la venue d'un enfant qui te pousse, en fait, après à créer un élan vital. Et c'est quelque chose en ce moment que j'adore. J'adore ce concept. C'est le concept dans le bouquin de New Psycho-Cybernetic, dans lequel il dit que la force vitale, la force de vie, et je me suis tellement reconnu là-dedans, même également dans mes expériences passées, tu me diras si c'est quelque chose toi, que tu as vécu également. C'est une loi qui est apparemment universelle, qui est bon de partager. C'est que s'il n'y a pas on dira j'aime pas le mot rêve, mais en tout cas une envie d'avancer, quelque chose que l'âme, elle, elle se dit, wow, c'est ça que je veux atteindre, ou c'est une aspiration. L'imaginer, enfin, l'exemple que tu as pris pour les enfants, c'est ok, j'ai un enfant qui arrive, qui me donne de la créativité, mais en même temps, c'est une inspiration pour créer une famille, tout ça. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet élan ou ce pourquoi, en fait, ce pourquoi on se lève le matin, en fait, la force de vie n'est pas disponible. C'est comme si la force de vie, dans cet ouvrage, il en parle, il dit, elle agit comme un moyen envers une fin. Mais si la fin n'est pas alignée avec la personne, si la fin, la destination n'est pas quelque chose qui est faite pour la personne, alors la force de vie ne vient pas disponible. À l'image d'une voiture, si on veut faire un long voyage, on a besoin de mettre de l'essence pour atteindre la destination. Si l'être humain n'a pas une destination qui est juste pour lui, qui est alignée dans son cœur, avec laquelle il se sent vraiment juste, que c'est quelque chose qui est juste pour lui, eh bien, si c'est aligné, la force de vie
cette énergie source, en fait, qui est plutôt libre, cette même énergie qui fait battre notre cœur en ce moment même, Tita, elle, ce qui partage, c'est qu'elle nous dit que si cette vision n'est pas claire, la force de vie ne sera pas disponible. Si par contre, on se met dans un environnement où dans cette œuvre, cette notion d'œuvre, de créer un bouquin, de créativité, un élan vital, s'il y a cet élan-là et que c'est porté par le cœur, que c'est aligné avec la personne, alors là, la force de vie nous vient disponible pour créer et pour avancer. Et toi, avec ton histoire, justement, et vu que tu as cet exemple de maladie, est-ce que tu observes en tout cas ce lien-là? Est-ce que cette maladie est arrivée à un moment où peut-être il n'y avait pas quelque chose, où il y a eu une fracture, il y a eu une déchirure qui t'a fait perdre, on va dire, la vision, qui t'a fait perdre cette direction? Est-ce que comment tu vois ce concept, toi, dans ta vie? Est-ce que ça se retrouve, en fait? Tu t'y retrouves là-dedans? Oui, oui, très clairement. Aujourd'hui, avec l'expérience et le recul, je me rends compte que la vie est extrêmement bien faite puisqu'elle t'apporte toujours ce dont tu as besoin. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, on n'est pas souvent prêt ni préparé à entendre ce qu'elle a à nous dire. Ça a été mon cas pendant des décennies, donc je suis bien placé pour en parler. Et la maladie, comme le reste, est arrivée parce que j'étais incapable de prendre moi-même en pleine conscience une décision que j'aurais déjà dû prendre. Donc, si tu veux, de repousser comme ça, de procrastiner, de repousser cette échéance ou de trouver des subterfuges pour contourner le truc, eh ben, ça résonne pas puisque c'est pas ce que tu devrais faire. Donc, à un moment donné, la vie, elle t'amène les moyens de comprendre que c'est ça. Après, tout le monde n'est pas capable de le comprendre non plus. C'est pour ça que des gens meurent prématurément. Mais en ce sens-là, oui, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, c'est parce que tu en as besoin que les choses arrivent. Moi, je le dis clairement dans le livre, j'ai voulu cette maladie. J'ai voulu cette maladie parce que j'en ai eu besoin. Et cette maladie, elle est arrivée, ça aurait pu être n'importe laquelle, qu'importe le nom qu'on lui colle. Mais il y a eu plein de précédents messages qui sont arrivés, dont j'ai fait fi. Et à un moment donné, le message il est tellement violent, c'est la mort assurée, donc tu peux pas faire autre chose que d'écouter, quoi. Et dans ce processus-là, c'est vrai que la vie, elle t'amène tout le temps. Là, si je prends l'exemple tout simple, aujourd'hui, je suis en train de chercher depuis un moment, je suis aussi à un tournant de ma vie, je dois déménager d'où je suis. Euh, je sais pas trop où aller, j'ai des idées, j'ai des envies, mais je laisse ouvert un peu les portes, je visite plein de trucs, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que je sais encore pas si je reste dans ce coin où je suis, si je sens juste de côté par rapport au Rhône ou si je pars ailleurs, etc. Donc, dans cette incertitude, les messages qui m'arrivent par rapport aux visites, aux gens que je rencontre et tout, ils vont tous dans ce sens-là. Et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose avec une personne ou un appartement ou je sais pas quoi qui va déclencher un mécanisme qui va résonner en moi, puis je vais dire ah oui putain mais c'est ça en fait. Ou peut-être je vais dire ben non j'ai rien trouvé, puis en fait c'est parce que au fond de moi j'ai toujours eu envie de partir, mais je refusais de le reconnaître. Donc au bout du compte, je vais arriver à l'échéance où je dois libérer mon appartement et si j'ai rien, eh ben voilà, j'en déduirai qu'effectivement c'est le moment de partir ailleurs, tu vois. Donc, il y a des passages où tu es conscient de certaines choses, des passages où tu n'es pas conscient. Et puis, la vie, elle t'envoie des messages, elle t'amène des occasions d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais le choix, tu l'as tout le temps, quelque part. Tu peux refuser de t'écouter, tu peux refuser d'écouter ces messages-là. Mais après, tu fais que passer du temps. Et au final, quand tu regardes la période que tu as passée, tant que tu t'écoutes pas, tu fait que de la merde, quoi. Puis t'es pas heureux. Puis tu dirais, putain, je sais pas, et tout, on tourne en rond. Donc, la vie, elle est bien faite. Le message, c'est quoi alors? Parce qu'au fond, je pense qu'on a tous tu sais, nos talons qui sont collés par terre. Bah, Moi-même, j'ai eu la même expérience, tu vois. Là, on a tous des peurs inconscientes, on a tous des choses que. Et en même temps, c'est ce qu'on vit aussi à l'échelle mondiale, tu vois. En ce moment, il y a tellement de changements qui se passent. Les gens parlent de sécurité, d'avoir un emploi, tu vois, mais moi, je me dis, c'est peut-être pas non plus la solution. Là. La solution, c'est peut-être d'aller voir vraiment qu'est-ce qu'il y a vraiment là, comme tu l'as dit, à savoir, la vie veut nous dire quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre ou est-ce qu'on l'entend pas et on fait encore autre chose et ça fait payer le prix quelque part aussi à l'humanité. Et la question, c'est de se dire, OK, pourquoi on voudrait pas l'entendre en fait? Pourquoi est-ce qu'on serait des êtres qui ont besoin de se prendre des grosses claques pour comprendre une chose? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, toi, même dans ton expérience, tu n'as pas voulu comprendre à des moments
ce que la vie avait à te dire et quelle a été, on va dire, la conséquence, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on ne veut pas entendre quelque part de toi, de ton expérience, qu'est-ce qui a fait que tu ne voulais pas entendre à cette époque-là? Moi, je pense que c'est dû à des croyances aussi, même si c'est pas inculqué par mes parents, hein, ça vient peut-être d'ailleurs ou de l'information des informations que je pouvais avoir ailleurs, mais j'étais convaincu que dans la vie, pour y arriver, il fallait se faire chier, en gros, quoi. Donc, je refusais une certaine facilité quelque part. Et puis, je pense que quelque chose de plus général qui concerne tout le monde, quelle que soit la période, et a fortiori avec celle qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'on a été déconnecté de notre intuition. Et Ouais, ça, c'est ouais, ouais. dramatique. Un truc dramatique parce que on se réfugie dans le modernisme, dans l'information et la désinformation pour aller puiser des données qui sont déjà en nous. Et on cherche à se faire influencer par d'autres pour se décharger de nos responsabilités. La responsabilité, c'est un truc qu'on a tellement abordé avec toi et c'est toi qui m'as ouvert les yeux là-dessus il y a quelques années. Tu te souviens? T'en parlais tout le temps Oui. et même ça me gavait des fois. Je te disais, ah, tu me fais chier avec ça et tout. Mais en fait, c'est parce que tu avais raison. Donc, Mm. bah oui, moi ça m'énervait parce que on n'aime pas quand on veut pas faire un truc ou pas reconnaître un truc que quelqu'un te dise quelque chose et que tu sais qu'il a raison. Ça te fait chier au fond de Ouais. toi. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est là, on transgresse nos responsabilités, on oublie notre intuition et je te dis, on va chercher sur Internet des choses qui sont souvent fausses et pourtant on le sait au fond de nous. Donc moi, je pense que l'urgence, elle est de se reconnecter avec son moi intérieur, son enfant intérieur et toute l'intuition qui va avec pour être capable d'écouter les réactions de notre cœur, de notre corps, de notre âme par rapport à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent Mm. au vu des infos. Et je pense que si on était capable de faire ça, on changerait le monde directement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est une déresponsabilisation à grande échelle qui pousse les gens à aller dans un sens qui n'est même pas cartésien. Alors, on va pas polémiquer là-dessus, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas raisonnablement dire que tout le monde doit faire telle ou telle chose parce que personne fonctionne de la même manière. Même si en tant qu'être humain, on ressent tous les choses, on a tous le même type d'émotions, mais pour autant, on les a pas forcément en même temps et ni pour les mêmes choses. Donc, je pense que c'est utopique d'imaginer qu'on puisse arriver à enrober tout le monde dans le même panier. Nos différences sont tellement énormes et notre manière de vivre les choses l'est encore plus que on peut pas généraliser à ce point de vue-là. Donc, il est urgent que chacun se reconnecte avec lui-même, et avec ses désirs profonds, avec ses ambitions, avec ses rêves, et d'arrêter de se faire du souci pour des choses qu'on peut pas modifier déjà aussi. Ça, c'est un truc, moi j'ai mis Ouais. du temps à comprendre ça aussi. Hein, mais tu ne peux Idéal. intervenir que sur une partie des choses. De quoi? On ne peut intervenir que sur une partie des choses et que dans le présent de toute façon. Donc il y Oui, a plein de oui. choses dont on fait du souci, on perd de l'énergie et de la force pour rien, pour des choses qu'on ne peut de toute façon pas changer. Mm. J'aime ce thème, tu as dit la responsabilité, qui est quelque chose qui est, au fond, qui est le plus gros cadeau qu'on puisse se faire, à savoir de prendre la responsabilité. Et parfois, c'est vrai que c'est la chose à la fois la plus dure pour nous, les humains, moi le premier aussi. Et de se dire, OK, je dois prendre ma responsabilité. En même temps, cette responsabilité implique d'aller voir notre côté sombre, d'aller voir notre ténèbre. Et moi, j'ai observé de mon expérience que si je suis dans la tête, il m'est incapable d'aller voir mes ténèbres. Pourquoi? Parce que je suis piégé dans la dualité, à savoir que c'est comme s'il y a de la douleur et mon mental joue le rôle d'un gardien, d'un protecteur. Il veut pas que je souffre, donc il dit non, tu vas pas voir là. Donc il y a comme un mur d'eau qui m'empêche de voir ce qui est là, de ce que je veux pas voir et ce qui me coûte ma souffrance en fait. Mais également, il y a ce côté de, tu sais, on a tous vécu des traumatismes et je pense que j'aimerais également qu'on en parle en tant que papa séparé parce que c'est un traumatisme qui est fort quand on te coupe. Quand tu décides, en tout cas, de créer une séparation comme ça laisse des traces, qu'on le veuille ou non. Mais il y a ce côté de... Moi, je me suis rendu compte à l'époque, ce qui était mon plus gros poison, tu vois, moi-même, dans cette année où j'étais en combat, où moi-même, j'avais créé cette situation pour me battre envers mon fils, envers le fait qu'on pouvait se voir. Ça m'a... Cette année-là, tu vois, que je le veuille ou non,
mais j'ai créé en moi du ressentiment. Du ressentiment envers les autorités suisses, du ressentiment envers mon ex-compagne, du ressentiment envers une injustice qui était quelque chose de l'extérieur et qu'on m'avait infligé à moi-même, tu vois, et que j'avais aucun pouvoir là-dessus quelque part. Il y avait comme une posture de victime justifiée parce que j'avais souffert. Une séparation, c'est une séparation, mais en même temps, c'était ce ressentiment-là qui me plombait en fait au quotidien, de me dire, ben non, je voulais tellement le meilleur pour mon fils qu'au final, bah, tu vois, ça c'est la situation a fait que ben, même si aujourd'hui je suis en bon terme avec la maman et que là je viens de sortir d'un mois de vacances avec mon fils, mais ces ressentiments, pour moi, c'était vraiment le poison, tu vois. Effectivement, on parle de ça, de se dire, ok, je veux vivre dans le moment présent, je veux profiter du moment présent parce que je sais que c'est là où je contrôle mon passé. Mais la plupart des gens, même dans les accompagnements que je vois que je fais, ce qui est le plus dur pour nous, c'est d'aller confronter nos ténèbres. C'est-à-dire d'aller voir cette partie de nous avec laquelle il y a beaucoup de charge mentale qui est associée, beaucoup de douleur, de souffrance, on va dire, de rejet de responsabilité parce qu'on a du ressentiment envers l'extérieur et on veut pas le voir en nous, tu vois. C'est dur, c'est dur. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus en fait l'humanité, eh ben, et la vie force l'humanité à aller vivre ça. C'est comme si, ok, tu veux pas voir ça, tu veux pas prendre ta responsabilité pour cette souffrance en disant c'est la faute d'elle, c'est la faute de lui, c'est la faute du système si je dois travailler tout le temps, c'est la faute d'eux si je dois payer encore ça et que je m'endette, tout ça. Mais ça devient tellement, on va dire, la quantité de charge est tellement forte que c'est comme si il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de force vitale, d'énergie de vie pour confronter les choses. Au bout d'un moment, ils acceptent cette fatalité de dire que, ok, c'est comme ça. Et donc, ben, je perds mon pouvoir de création, je perds mon drive, je perds ma destination et je me perds dans un job, tu vois, traditionnel dans lequel je suis pas épanoui. Mais vu qu'il faut que je mange et que je paie mes factures, ben, je paie mes factures. Et la clé aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, ok, est-ce que la souffrance, au final, tu vois, elle est inévitable en fait. Est-ce que ce message de Mission Impossible, je ne sais plus lequel c'était, le 4, 5, quand le terroriste dit plus rapide est la souffrance et plus rapide sera la libération, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on n'en est pas là? Et est-ce que toi, dans ta vie, tu as pu observer ça? Est-ce que tu as réussi à détourner ça? Et quelles ont été les solutions pour détourner ça? Pour ne pas justement devoir vivre la grosse claque. Tu as réussi à avoir un déclic avant de te prendre une grosse claque, en fait. Bon, moi, j'en ai pris des grosses claques, donc le déclic, je l'ai eu lors des grosses claques. Mais je pense que ce que tu dis, c'est plus en lien culturel et envers la société en elle-même, même si la culture est dépendante de la société dans laquelle tu vis. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est notre perception qui a changé. La vie, quelque part, c'est toujours la même. Les gens vivent pareil, même si on vit dans un monde plus moderne où on a nos salles de bain maintenant au lieu d'aller pisser dehors, machin, etc. L'être humain reste un être humain qui s'adapte à son environnement et à son contexte. Mais ce qui a énormément changé, c'est les mentalités aussi. Et je pense que ces mentalités font que, comme on en parlait tout à l'heure, on se décharge de cette responsabilité et qu'on vit des choses que les anciens vivaient d'une manière naturelle. Nous, on le vit dans la douleur, la souffrance, parce qu'on veut que les choses aillent plus vite, qu'elles aillent tout de suite mieux, que ça soit instantané. On veut tout vivre bien maintenant. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. J'ai pris conscience de ça il y a quelques années. Donc, imagine, à l'âge que j'ai, mes parents sont morts, donc ma mère d'une maladie, mon père d'une crise cardiaque. Mais mes parents, ils ont toujours été, en fait, pour moi, un modèle de zénitude, d'amour inconditionnel, etc. Et quand j'étais petit, je me sentais très, très différent des autres déjà. Je pense, comme tous les hypersensibles, je me sentais pas ma place, machin, etc. Mais en grandissant, en ayant vécu justement des choses comme ça, notamment des claques, je me souviens que, par exemple, quand j'étais en couple, des fois, j'allais chez eux, et puis je discutais avec eux, puis je disais, ouais, j'en peux plus de ma nana, machin, etc. Parce que certainement que j'étais gorgé d'attentes à cette époque-là, même si on en a toujours encore aujourd'hui, et puis qu'elle répondait pas à mes attentes, et puis ci, puis ça, puis en plus, bon, bah, tu connais mon parcours, j'ai eu un parcours assez spécial aussi là-dedans. Donc je disais
à mes parents, je leur demandais conseil, en fait. Et je disais, mais toi, tu ferais quoi à ma place? Et mon père, il me disait tout le temps, euh, ben moi, je sais pas, c'est toi qui sais, moi, c'est pas moi qui vis ça. Je dis, ouais, mais tu vois bien. Donc, je lui donnais des détails. J'ai dit, c'est pas ci, c'est pas ça, elle fait ci, elle fait ça, machin. Tu sais, j'essayais de l'incriminer pour qu'il me dise quelque chose. Puis il me disait tout le temps, mais moi, je sais pas, moi, c'est toi qui sais. Alors après, j'allais voir ma mère, puis je lui racontais le même truc. Puis elle me disait pas ça comme ça, mais elle me disait, ah, mais tu sais, nous, les femmes, on fonctionne différemment. Et puis voilà, tu sais, il faut lui parler comme ça, puis il faut faire ça. Donc elle me donnait des trucs en rapport avec ce qu'elle connaissait de son propre sexe, quoi, du sexe féminin. Mm. Et j'ai compris ça, mais bien plus tard, après qu'il soit mort, qu'en fait, il me laissait l'opportunité d'assumer mes propres choix. Et il m'évitait un transfert des responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris plus tard que ce que je cherchais, et ce qu'on cherche à chaque fois qu'on demande conseil à quelqu'un, en règle générale, c'est ça. C'est, imagine, je suis allé voir mes parents, je dis la même chose à mon père. Et mon père il me dit, ouais, c'est clair, moi, à ta place, je foutrais le camp, quoi. Je me séparerais, ou je ferais ci, ou je ferais ça. Et que je le fais, et que je suis encore plus malheureux. Je vais faire quoi? Je vais retourner le voir, on va discuter, puis il va me dire, alors ça va? Et je dis, ah putain, j'aurais jamais dû t'écouter, merci. Alors maintenant, je suis tout seul comme un con, et puis en plus, je suis malheureux, machin, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on va chercher des conseils comme ça vers les gens, souvent, dans des situations spécifiques comme celle-ci, c'est qu'on aimerait prendre une décision, qu'on n'arrive pas à la prendre et qu'on aimerait que la personne la prenne à notre place. Cette Mhm. manière de prendre cette responsabilité à notre place va nous dégager, en cas d'échec, d'assumer la responsabilité de notre propre décision en disant ouais, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, j'aurais pas dû t'écouter. Tu comprends Ouais, ce que je veux dire? bien sûr. Alors que si maintenant tu t'occupes de personne. Alors on est tous pareils. Moi je demande aussi des tas de conseils à des gens pour des tas de trucs que ça soit important comme des trucs de routine. On est comme ça, c'est l'être humain. Mais j'ai découvert ça et je me suis dit putain, mais en fait ils étaient vraiment balèzes mes parents. Ils avaient compris qu'ils voulaient pas m'influencer du tout et me laisser faire mes propres choix. Et aujourd'hui, je pense que le problème de notre société, il est là. C'est ça pour le vaccin, c'est ça pour des tas de trucs, c'est ça pour tout dans la vie communautaire. On est toujours en train de nous imposer des choses, alors qu'en même temps, on nous enlève toute responsabilité d'acte. Et le paradoxe, il est là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement à la chaille, quoi. Personne ne sait rien parce que justement, on nous fait croire qu'on est des décideurs et en même temps, on décide pour nous en permanence. Mm. Et ça crée un conflit d'identité, un conflit de valeurs. Et tous les conflits du monde sont réunis au sein de cette manière d'être, de cette attitude-là. Donc, par rapport à l'expérience, par rapport à toutes ces choses-là, je pense que c'est le jour où vraiment on est capable d'assumer la pleine responsabilité, c'est-à-dire d'admettre qu'au moment où on va prendre une décision, il est possible que ça devienne un échec et qu'on se rappelle qu'un échec, c'est toujours un passage temporaire de la vie. Parce que Ouais. l'échec, quand tu le tournes après en quelque chose de bien, ça devient une expérience phénoménale. Et moi, mes plus gros échecs ont été mes plus gros succès à terme. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, d'assumer sa responsabilité, c'est le but intrinsèque de l'être humain. Et je pense qu'on est là pour ça. Et Ouais. ça, c'est valable dans toutes les sphères. Tu parlais tout à l'heure des séparations, du fait d'être papa, séparé de ton fils et tout, mais tout ça, ça répond à des attentes. Des attentes que, voilà, tu as fait ton choix à un moment donné, tu t'es mis avec quelqu'un, tu as fait ton choix à un moment donné de plus être avec. Entre-temps, il y a un petit bout de chou qui est arrivé, ben, c'est comme ça. Mais finalement, tu disais, je voulais le meilleur pour mon fils, mais le meilleur pour ton fils, c'est que toi, tu sois bien. Parce que si toi, tu es bien, quelle que soit la situation, tu lui montres l'exemple que dans la vie, tout peut toujours aller bien, même si, a priori, pour toi, c'était une situation de merde. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, ça change tout. Tout le spectre de ta perception est modifié à jamais. Et à partir de là, tu n'as pas peur de prendre des mauvaises décisions, puisqu'elle va être mauvaise pendant un moment donné. Et après, elle deviendra bien, puisque tu vas la transformer en quelque chose de positif. Donc, finalement, si on réfléchit bien et qu'on fait une synthèse de ça, on se rend compte qu'il n'y a jamais de mauvaise décision si tu la prends en pleine conscience avec ton cœur et surtout en ayant la conscience que ça peut ne pas aller dans le sens que tu veux. Mais qu'au final, si tu acceptes ça, et ça c'est le vrai mot, et tout ça j'en parle de la responsabilité de l'acceptation dans mon livre, parce que c'est un truc extrêmement important, vient après ce passage d'acceptation c'est ça qui va tout modifier en fait. Et Mm. si tu acceptes les choses, les événements, d'avoir peut-être fait une erreur à un moment donné, cette erreur-là, elle est gommée et ça devient une réussite, c'est plus une erreur. Donc c'est vraiment l'acceptation qui fait le point de bascule dans tout dans la vie. Ouais. Moi, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que on a, peut-être que c'est justement notre culture qui a fait que
on nous a fait comprendre qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Et que naturellement, s'il y a une décision qui est mauvaise, il y a même des conséquences avec ça, tu vois. Ne pas être aimé, On nous avoir a une pas mauvaise fait note à comprendre, on l'école. nous a fait croire. On Ouais, nous on a nous fait fait croire. croire. Mais ça, c'est un conditionnement justement qui, on paye le prix plus tard. Parce que moi, je suis également de l'école de dire qu'il y a, non, il y a aucune, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions. Et c'est toi qui décides de ton interprétation, de te dire si elle est bonne ou mauvaise. Après, naturellement, la bonne école aussi, moi, ce que j'aime me dire, je crois que c'était Reagan qui disait ça, c'était de dire, quand ils lui ont dit, mais c'est incroyable, vous avez pris que des bonnes décisions dans votre carrière de politicien. Et puis, lui, il dit, non, vous n'avez pas compris. J'ai pris des décisions et après, je me suis arrangé pour qu'elles soient bonnes. Et je pense que la clé aussi est quelque part là de se dire, OK, je prends des décisions dans ma vie, mais après, c'est faire en sorte que ces décisions au quotidien, elles avancent. Et au fond, comme tu l'as dit encore une fois, c'est que ça, c'est qu'une responsabilité, ce travail de libération intérieure que font chacun des êtres conscients et qui avancent sur leur chemin, c'est que notre responsabilité de faire ce job-là et d'aller voir encore un peu plus nos ténèbres, de voir, OK, où est-ce que là, je me mens à moi-même. C'est d'ailleurs une chanson que j'ai composée, est-ce que oui ou non je me mens? Parce qu'au fond, des fois, on se ment, mais on ne s'en rend même pas compte, tu vois. On ne Ouais. s'en rend même pas compte. Et c'est ça qui est la plus grande douleur, moi, ce que j'observe, c'est quand moi-même, je me mens, ou je me dis non, c'est OK, tu vois, c'est OK. Mais en fait, dans les faits après, j'observe que cette décision-là, elle m'a fait du tort, ou elle a été pas bonne, ou que je me dis non, je fais ça pour les autres, tu vois, parce que moi, j'ai aussi cette tendance en tant qu'être sensible à trouver cette excuse à la con de me dire c'est pour les autres, alors qu'en fait, je veux juste pas parfois assumer ma responsabilité spirituelle sur la planète Terre en me disant, OK, maintenant j'ai une excuse. Maintenant j'ai des enfants, j'ai une famille, donc j'ai une excuse pour pas faire mon job à 100%, tu vois. Si je réussis pas, j'ai une excuse de dire je suis papa, par exemple. Et ça, j'ai observé dans mon comportement quand j'étais un peu plus jeune, j'en étais pas conscient. Mais plus tard, c'était à l'époque où on s'est rencontrés, justement en Suisse, où je me suis rendu compte que j'aimais bien me trouver, on va dire, comme avoir des réserves, tu vois. Dans le cas où ça marche pas, j'ai une excuse. Par exemple, cette séparation-là, pour moi, c'était une excuse, tu vois. De me dire, Ouais. je vais pas continuer dans la musique. J'ai une excuse de pas percer dans ma musique parce que j'ai une séparation. Ou alors, je peux m'en servir comme ça, comme une roue de secours qui me permet de pas prendre la responsabilité et de me dire ça comme ça et c'est OK. Alors qu'au fond, la véritable. Je pense que nous, les êtres comme nous, on a notre seule autorité qu'on doit honorer tout le temps, c'est notre cœur, c'est le créateur, c'est cette énergie qui est en nous. Mais effectivement, avec toutes les informations, comme tu l'as dit aussi dans ce monde, parfois, c'est pas facile de faire la différence. On a parlé aussi, et je pense que c'est le point le plus important, avec l'intuition. Moi, c'est ce que quand on travaille pour mettre l'intelligence du cœur au service de notre existence, c'est tout ça en fait. C'est se reconnecter à ce système de guidance interne qui te permet de dissocier qu'est-ce qui est un véritable oui, quelque chose qui est vraiment juste pour toi, et en même temps, dans notre mental, des choses qui sont plutôt des parasites, des bruits de fond qui veulent qui sont pas là, le bon chemin à suivre en fait, et comme tu l'as dit aussi, ça peut être également le point de vue de personnes extérieures, nos parents, tu vois, ou des personnes chez lesquelles on prend conseil. Mais au fond, c'est vraiment d'aller prendre notre responsabilité, d'aller écouter qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et d'avoir le courage, ce qui n'est pas toujours facile non plus, de prendre la décision qui va avec ça, quoi, qui est alignée avec cette voix dans notre cœur. Parce que la seule autorité qu'on doit écouter au fond, pour moi, de mon expérience maintenant, et j'ai tellement de choses encore à découvrir à 33 ans, mais ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est de me dire, OK, si j'honore le créateur qui est en moi, si j'honore cette voix en moi, et si je fais tout chaque jour pour faire en sorte que ce système de guidance il soit clair, à savoir que je ne viens pas faire rentrer des choses dans mon système, que ce soit dans mes habitudes ou quoi, qui perturbent ce système de guidance, qui m'empêche de savoir quel est mon chemin ou qu'est-ce qui est la bonne décision à prendre. Si je fais mon job au niveau personnel de responsabilité de savoir qu'est-ce qui est juste là, que je laisse ce canal libre de communication pour savoir qu'est-ce qui est juste, alors je me rends compte que la vie est un jeu et que c'est extraordinaire, quoi, que les choses se passent bien. Mais par contre, si je casse certains engagements vers moi-même et que je viens perturber ce système interne,
bah, effectivement, là, je tombe plutôt dans la peur, je tombe plutôt dans le doute, je tombe plutôt dans l'incertitude. Et je vais faire exactement comme tu l'as indiqué. Je vais aller avoir conscience, à voir les personnes autour de moi, à demander conseil à ces personnes comme ça, ou à justement me déresponsabiliser en passant du temps avec elles alors que je sais que je devrais faire autre chose. Et ben, au fond, c'est un peu on est humain, quoi. C'est aussi notre faille, je pense, je sais pas. Mais je crois plus non plus à ce qu'on peut être bon tout le temps, tu vois. Pour moi, c'est pas. Comment toi, justement, tu le vis en ce moment, justement, dans ces périodes de transition? Tu m'as dit que la clé, c'était l'adaptabilité. Concrètement, là, dans ta vie, qu'est-ce qui marche pour toi, justement, pour faire en sorte que ce système de guidance soit clair, que tu entendes clairement les signes au quotidien? Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne pour toi? Moi, déjà, j'ai intégré un paramètre que j'avais oublié parce que je pense que c'est pareil, c'était des questions de croyance. Et puis que moi, j'avais l'exemple de mes parents qui étaient super, qui étaient vraiment géniaux et qui ont vécu toute leur vie ensemble. Ils ont été mariés toute leur vie, ils ont vécu toute leur vie ensemble. Et du coup, ça a intégré un paramètre temporel en moi qui m'a causé du tort. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, quand on parlait des décisions et de cette responsabilité, on nommait tout le temps ce paramètre. Ce paramètre, c'est le temps. Il faut comprendre et accepter que quand on prend une décision, on a le droit de changer d'avis. Moi, j'étais ce genre de type et tout ça, je l'explique dans le bouquin parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est vraiment bien détaillé. J'étais le genre de gars que tu croises, et je te donnais ma parole de faire un truc et je l'ai donné à mon frère par rapport à sa femme, tu connais l'histoire, ça aussi c'est dans le livre. Et j'ai dit ouais, je fais ça et même si je savais que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse, j'ai tenu ma parole pendant 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai compris ça, qu'en fait, on change tellement rapidement, le monde change et nous, on change, c'est nous qui le faisons changer, le monde, de toute façon, qu'il faut prendre conscience que quand tu prends une décision, tu as le droit de changer d'avis. Les gens, on se marie et quand, par exemple, tu te maries, tu signes un contrat de mariage. Tu signes devant des témoins comme si ta propre parole ne suffisait pas et tu t'engages pour toute la vie. Comment tu peux savoir aujourd'hui que quand tu vas choisir quelqu'un, un homme, une femme, tu vas être capable, et l'autre aussi, de passer toute ta vie avec toi, alors que chacun change en n'étant pas forcément en parfaite synchronicité. C'est un challenge énorme de pouvoir promettre à quelqu'un de passer sa vie entière avec, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je préfère pour le meilleur et pour le rire, mais je veux dire, je prends cet exemple volontairement parce que tout le monde le connaît, a été confronté à ça. C'est la même chose dans le travail. C'est la même chose quand tu achètes un bien immobilier, un machin, etc. On te demande tout le temps de t'engager à vie pour les choses, la plupart du temps. Or, comme on change, nos envies changent, nos ambitions changent, nous changeons, le contexte change conséquemment, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ça et il faut juste prendre conscience que voilà, tu prends une décision à un instant T et à un instant T prime, tu n'es plus le même. Cette décision que tu as prise à l'instant T n'est peut-être plus valable du tout puisque tu n'es plus la même personne. Donc ça, c'est vraiment le premier point où il faut être conscient de ça et accepter que quand tu prends une décision, tu as le droit de changer d'avis. Le deuxième point que tu as abordé et tu me demandais mon avis, c'est oui, ben, j'ai fait du mieux possible. Ça, c'est pareil, j'ai fait un énorme chapitre là-dessus. Je me suis tellement auto-analysé, analysé mon entourage et tout ça. J'ai compris aussi une chose, c'est que donner le meilleur de soi ne suffira de toute façon jamais à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de toi, ben, tu peux faire de la merde. Moi, ça m'est arrivé de faire de la merde, d'être un gros connard ou ce que je veux, qu'importe, un fumier de première, emploie le terme que tu veux. Et pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te couches le soir ou le matin, pour ceux qui bossent de nuit, que tu as passé ta journée, et même si tu as fait de la merde, si tu es capable de te coucher en disant, bah, tu vois là, putain, j'ai vraiment été mauvais, j'ai vraiment été un gros con, j'ai été un enfoiré, j'ai été ce que tu veux. Mais bordel de merde, j'aurais jamais pu faire mieux. C'est le mieux que j'ai pu faire. Alors je sais que ça leur a pas suffi, et même à moi ça m'a pas suffi, mais je me couche serein parce que j'ai donné tout ce que j'avais en moi. Je n'aurais pas pu faire mieux. Alors tu as donné le meilleur de toi-même là réellement. Et qu'importe après ce que les autres en ont pensé. Mais si tu es capable de te coucher avec cette sensation en te disant ça, alors tu n'as pas pu faire mieux. Mais tu vas te servir de ça pour repousser ta zone de confort, etc. Et te dire bah, demain, bah, je serai encore plus dans la conscience. Et quand je vois que ça va pas, que ça correspond pas aux attentes des autres ni aux miennes, alors je vais essayer de faire mieux maintenant. Et là, tu vas évoluer. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment les deux paramètres les plus fondamentaux pour arriver à vivre au quotidien, prendre des décisions et agir du mieux possible. Et là, tu agis du mieux possible.
Et du coup, par rapport à toi et à tes capacités du moment, pas par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'on prend les autres dans leur jugement et qu'on se sert de leur jugement pour établir le nôtre. Mais eux, ils savent pas dans quel état tu es, ils savent pas qui tu es, ils savent pas ton contexte de vie, ton passé, ce que tu vis, ton émotion dans l'instant. Et les gens disent, putain, c'est vraiment de la merde. Ou même un employeur, il va dire, ouais, mais putain, moi, j'aurais aimé que. Et du coup, tout le monde pense qu'ils doivent répondre aux attentes des autres alors qu'on répond déjà pas à nos propres attentes. Et c'est ça qui va pas. Donc ça, il faut prendre conscience, l'assimiler, l'accepter, et puis après, tout change. Mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est ce que tu dis, c'est le fait que, tu vois, des fois, tu te dis, tu aurais aimé faire bien. Comme tu l'as dit, j'ai fait de mon mieux, en fait. J'ai fait de mon mieux. Mais quand tu as un système, quand tu as un environnement, et c'était une vidéo à l'époque que j'avais vue qui m'avait vraiment inspiré, c'était une vidéo de L. Ron Hubbard, justement, le fondateur de la scientologie, qui disait que dans un système qui, justement, tend à, à créer des gens malhonnêtes, tu vois, c'est comme si, en fait, il y a un environnement qui te force à être malhonnête. Et quand toi, tu viens avec des bonnes valeurs ou des bonnes choses qui sont justement, ben, tu te sens bien avec ça, mais que derrière, tu confrontes un cadre qui est malhonnête ou qui veut faire du mal, eh bien, naturellement, des fois, ça peut être douloureux. Enfin, tu peux te tourner un peu la carafe, tu vois, de te dire, je pensais faire le bon, et au final, ben, on me montre que c'est pas bon. Et au final, ben, après, vu que tu as du ressentiment aussi, bah, toi-même, tu vas devenir un peu le joker, tu vois, du système. Et je vois beaucoup d'hypersensibles qui tombent dans ce piège-là, à savoir que vu qu'ils n'ont pas les outils, les compétences, les choses pour décider pour eux-mêmes, comme on l'a dit, prendre la responsabilité pour leur existence, pour dire non à des choses, pour aller confronter leurs peurs, même si c'est vivre sans argent pendant 2 mois, mais au moins honorer leur cœur et, je sais pas, faire une marche, tu vois, ou se libérer. Et vu qu'ils n'ont pas cette force-là, vu qu'ils ont été conditionnés dans un système, dans un cadre dans lequel on leur a imposé une norme qui n'est pas la nôtre, en fait, qui n'est pas la leur, et également qui nuit grandement à ces êtres-là, bah, au fond, après, ils deviennent eux-mêmes des instruments, je dirais, du mal. Ils disent le système ne me respecte pas, ne m'entend pas. Et en même temps, il y a cette séparation qui se crée. Ils ne font plus partie du système. C'est comme si c'est un ennemi, tu vois, ou c'est quelque chose qui est extérieur à eux. Et c'est encore plus grave parce que naturellement, ben, ils ne comprennent pas que ce système, il est en eux aussi. Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité. Et au final, ce côté malhonnête, eh bien, on vit après dans un système où les gens, quelque part, inconsciemment, eh bien, sont malhonnêtes. Mais avant d'être malhonnêtes envers les autres, on se rend compte qu'ils sont tout simplement malhonnêtes envers eux-mêmes, tu vois. Et la première chose, c'est qu'ils écoutent pas, ils font pas ce qu'ils aiment, ils font pas pour la bonne raison. Tu as parlé de responsabilité. Pour moi, le mot responsabilité aujourd'hui ne veut quasiment plus rien dire. La responsabilité, c'est quoi? C'est avoir un job pour prendre soin de sa famille? Est-ce que c'est ça la véritable responsabilité? Ou est-ce que c'est d'honorer ce qui est le plus important, à savoir de faire ce que tu aimes pour nos enfants, montrer ce qui est juste, ou de prendre une décision avec laquelle on est parfaitement aligné? Donc, toute cette notion de responsabilité qui tend, au final, on croit prendre la responsabilité, mais en fait, les gens, en prenant la soi-disant responsabilité, quelque part, ils deviennent malhonnêtes envers eux-mêmes parce qu'ils n'honorent pas leur cœur, ils n'honorent pas ce qui est vraiment important, ils partent dans cette course à l'argent en pensant que ce sera la solution. Et au final, ils emmènent tous les autres avec eux, parce que vu que naturellement, ben, quand on a une majorité de gens qui décident quelque chose, ben, ceux qui sont honnêtes ou qui veulent faire des choses qui sont bonnes, ils se voient contraints également d'être forcés à rentrer dans ce cadre-là parce que ben, c'est une décision qui est collective et qui est acceptée par la majorité des gens. Donc, si on parle maintenant de la solution, qui est, je pense, un chemin de vie, qui est ce que j'appellerais comme ça le déconditionnement, à savoir un niveau de conscience d'état d'être dans lequel tu acceptes 100% de la responsabilité pour, d'une part, notre histoire, notre passé, nos erreurs, peu importe, mais également ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, être pleinement déconditionné pour pouvoir créer la vie, être libre, la vie de ses rêves. Pour toi, si tu commencerais par où, en fait? Quelle serait, on va dire, même la chose la plus importante pour se dire, OK, je me déconditionne de tout ça, je me déconditionne de mes programmes, de mes parents, de toutes ces choses-là. Quelle est la clé de voûte, en fait? Qu'est-ce qui permettrait justement aux gens, toi, de ton expérience, avec tout ce que tu as vécu,
qu'est-ce qui fait que, ben, ok, tu te dis, c'est grâce à cette attitude-là, à ce chemin-là, que je sais que je peux honorer pleinement qui je suis, tout en étant en paix avec le monde et en vivant dans le monde en paix, tu vois, sans le juger, sans le critiquer, sans me séparer de lui, sans pointer du doigt les banques, sans pointer du doigt mon ex, sans toutes ces séparations-là du mental qui nous rongent et qui nous font devenir des êtres névrosés. Ce serait, qu'est-ce qui est pour toi le plus juste, quoi, qui résonne le plus? Moi, c'est ce que je fais depuis quelques années, hein. Je suis quand même sorti du système, je vis d'une manière très spéciale. Et je pense que, pour arriver à vivre comme ça, c'est un ensemble de compromis. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans argent en habitant là où on habite en Europe, en tout cas. On vit dans un monde où tu peux pas vivre en ermite en ayant un certain rôle social, en profitant de certaines choses. Donc, si tu veux, c'est un ensemble de compromis qui se cumulent les uns aux autres et qui font une espèce de chaîne qui va créer ta vie. Moi, je me rends compte aussi par rapport à tout ce que tu disais que c'est toute une question de normalisation. Si on prend un exemple tout simple, je te dis ça parce que ça explique aussi comment arriver à bien vivre. Bien vivre dépend de l'endroit que tu as choisi de t'établir ou à l'endroit où tu passes. Si tu es en mouvement en permanence, comme ça a été mon cas les dernières années, si tu ne peux pas bien vivre et te respecter si tu ne respectes pas aussi l'environnement dans lequel tu gravites. Si on prend un exemple si on prend un exemple tout simple, si tu as dans certains pays comme le Maroc etc., quand tu as bien mangé, si tu rôtes pas, déjà tu manges avec les mains souvent. Quand tu manges avec les bédouins, c'est avec les mains. Si tu rôtes pas après le repas, ça veut dire que tu as trouvé dégueulasse, tu honores pas, tu déshonores les gens. Tu fais ça ici en Europe, en France ou en Suisse ou etc. Alors, ouais, putain, on rôte pas à table, puis mange avec la fourchette, mange pas avec tes doigts. Donc la même personne qui vit de la même manière, si elle vit en vivant comme les gens, les autochtones d'où elle se trouve, si elle respecte ça, en harmonie avec eux, tout en étant en harmonie avec elle, elle vivra bien. Sinon, c'est du conditionnement culturel. Et ça, c'est valable pour toutes les sphères de la vie. Les informations qui transitent, la manière d'être, et tout ça est dicté par la culture de l'endroit où tu te trouves. Donc, il faut être conscient aussi de ça. C'est un élément extrêmement important puisque tu peux pas dire, moi, je me fous de tout, je fais ce que je veux quand je veux et je fais ça partout et ça marchera jamais. Il n'y a aucun endroit au monde aujourd'hui, sauf si tu es seul sur une île déserte et que tu n'as rien et ni personne, où là, tu pourras faire ce que tu veux quand tu veux, dormir quand tu veux, si tu as à bouffer ou pas. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, tout ça, qu'on le veuille ou non, est conditionné à un nombre de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Ils dépendent de l'endroit où tu es. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que souvent les gens, c'est même pas, j'allais dire ils rêvent, mais c'est même pas un rêve. Là aussi, c'est parfaitement utopique de dire oui, moi j'en ai marre, je vais faire ce que je veux quand je veux et tout. Ben, désolé gars, mais à moins d'aller dans un endroit où il y a absolument personne, c'est impossible de vivre comme ça. Donc c'est un ensemble de compromis. Et je pense que pour arriver, et moi c'est la méthode que j'utilise, elle se résume à une simple phrase. On parlait de responsabilité. Je pense que la réelle responsabilité, pour assumer, être bien dans sa vie, être pleinement ouvert à qui tu es et vivre le mieux possible, c'est justement d'assumer qui tu es en permanence et d'avoir l'attitude qui va avec. Pour moi, c'est la phrase clé. C'est voilà, aujourd'hui, si je devais te dire à quelqu'un, voilà, il me dit ouais, mais comment tu fais ou comment tu ferais si tu veux vivre le mieux possible où que tu te trouves dans le monde. Ben, où je me trouve dans le monde, c'est ça, c'est ma responsabilité et d'assumer qui je suis dans mon entièreté et d'avoir l'attitude qui va avec en respectant les gens, le contexte qui m'entoure et moi-même en même temps. Donc, c'est vraiment un ensemble de compromis en permanence. Et ça, si tu ne prends pas conscience de ça, tu seras jamais bien nulle part parce qu'il n'y a aucun endroit où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, dans le sens que tu veux. C'est impossible. Sauf s'il n'y a personne. Mais, je sais pas si c'est ton souhait ou le souhait des gens qui écoutent, mais sauf si tu veux vivre en tant qu'ermite et vivre sans contact avec l'extérieur, oui, c'est beaucoup plus facile et plus possible. Et encore que, bah, tu vas devoir être dépendant d'avoir ta propre source, ton propre mode de chauffage si tu veux pas être rallié au système, donc à payer des charges de flotte, d'électricité, machin, etc. Donc aujourd'hui, c'est tellement colonisé, civilisé partout que c'est quasiment impossible, à part dans des tribus d'Amazonie ou de Papouasie, où là, ils ont créé leur truc. Et encore, plus qu'on le sait, ça veut dire que des gens civilisés y sont allés et les emmerdent, leur ont amené des trucs, hein, c'est ce qui s'est passé avec les Indiens de l'Ouest américain, etc.
qui sont devenus alcooliques, à qui on a pris les terrains, machin, etc. Donc, il faut être conscient de tout ça, de tout ce cheminement. Et si tu prends le même exemple, quand tu vois l'Église à l'époque qui envoyait coloniser toutes les îles et tout pour bourrer le mot aux gens, pour les rendre catholiques, les rendre chrétiens, bah, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, ça se fait d'une autre manière. Et ça se fait aussi aujourd'hui avec la Covid et tout ça, mais il faut être conscient de ça. Donc, si tu veux arriver à vivre en harmonie, la seule harmonie que tu peux avoir pour être bien avec toi-même, c'est d'être aussi en harmonie avec ce qui t'entoure. Donc, c'est pour ça que l'endroit où tu vas poser tes valises, il est extrêmement important. Si tu vas dans une civilisation, une culture qui te plaît pas, que tu peux pas blairer, une langue que t'aimes pas, etc., bah, il faut pas aller là-bas en pensant être heureux. Tu rajoutes des contraintes qui sont phénoménales. Donc, les gens, des fois, ils disent oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre mon travail. Mais putain, le travail, t'en trouveras toujours partout. Tu peux le créer, tu peux faire des tas de choses. Donc, les gens s'arrêtent tout le temps à des choses basiques qui sont des excuses. Et moi, je dirais, pour terminer ma séquence là, je dirais, ben voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'être humain a beaucoup trop tendance à, à trouver des excuses minables et à se servir d'excuses minables au lieu d'utiliser de bonnes raisons. Ouais, et on le voit encore mieux avec, tu vois, même ce côté, ce rêve de cette mondialisation et surtout de côté des pays émergents qui croient, tu vois, tu parles d'une localité où tu es heureux et je connais beaucoup de gens également qui sont des immigrés, que ce soit de Madagascar, que ce soit d'autres pays, mais qui viennent en Europe en se disant c'est là que je dois aller. Tu vois, des personnes même du Portugal où petits, leurs parents sont partis, ils ont laissé leurs enfants aux grands-parents, ils sont partis en Suisse parce qu'il y avait justement plus de sécurité, plus d'argent, tout ça. Et au final, on se rend compte que les générations qui ont été délaissées derrière, et même si je prends cet exemple d'un de mes amis qui est en Suisse actuellement, qui est portugais, bah, il n'a qu'un seul rêve dans son cœur, c'est de partir retourner au Portugal, retourner à ses sources. Et il y a une illusion, effectivement. Il y a une illusion qui a été construite dans laquelle on fait croire aux gens que le bonheur, c'est sur. C'est. Voilà, c'est Confond être. bonheur et facilité. Ouais, voilà, c'est plutôt là. Il y a ce côté facilité, ou ce côté argent aussi, qui est très. Le côté brillant, le syndrome brillant qui force les gens aussi à déshonorer leur cœur, à déshonorer ce qui est vraiment important et à partir dans la facilité. Tu te dis, OK, là, si j'ai de l'argent, je sais que je peux faire ça, même si c'est contre leur cœur, comme tu le dis, et ils vont aller au détriment de leur être. Et c'est là ce qu'on voit, c'est que la vie aujourd'hui, tu sais, c'est intéressant quand tu vois, même si je prends ton exemple à toi, ton histoire, où la maladie vient parler au cœur d'un homme pour qu'il change le chemin, sa course, qui crée encore plus de bonheur pour sa vie personnelle, on a à l'échelle de la planète un Covid, une pandémie qui vient parler au cœur de l'humanité en lui disant est-ce que tu veux rester comme ça ou est-ce que tu es prêt à changer pour pouvoir, tu vois, est-ce que tu as assez de souffrance ou est-ce que tu veux que je t'en donne plus pour que tu comprennes enfin que il y a peut-être un autre chemin à prendre. Et c'est assez intéressant de voir. J'aime cette notion de microcosme, tu sais, de macrocosme, de voir comment à l'échelle de la cellule, à l'infiniment petit, les lois universelles sont les mêmes à l'échelle planétaire ou à l'échelle même des galaxies. Tu retrouves cette même loi universelle, ça fonctionne, c'est là, c'est vivant, comme l'histoire du cœur. Tu vois, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de l'humanité. Ah, je t'entends plus. Ce que je dis souvent également, vous êtes comme nous aujourd'hui, parfois on se dit, voilà, quoi, il est temps également de le faire pleinement, parce qu'au fond, on sait, comme tu l'as dit, que c'est qu'une décision, c'est prendre une décision pleinement dans son cœur qui bénéficiera également pour l'humanité. Et toi, donc, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Toi, aujourd'hui, la décision avec laquelle justement tu te sens en paix avec toi-même, tu te sens en paix avec le monde et que tu sais que c'est en faisant ça, tu me l'as déjà dit ici, avec cette notion de prendre la responsabilité dans toute mon intégrité avec l'attitude qui va avec. Aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui dans ton chemin de vie, quelle est cette décision justement que tu as envie de prendre ou que tu as déjà prise, que tu souhaites nous partager et avec laquelle tu sais que c'est ça et je suis en paix avec moi-même et ça me permet également d'être en paix avec le monde.
Bah, moi, ma décision, je l'ai prise, oui. Ma décision, elle est très simple, c'est de me respecter, de respecter qui je suis et d'agir en conséquence, et en sachant, comme on l'a dit, que c'est quelque chose qui est en mouvance permanente. Donc, ce respect-là, en fait, c'est une attitude, un état d'être permanent, en étant à l'écoute de soi et en sachant qu'on modifie ce spectre-là en permanence. Et ça, c'est vraiment très important de rentrer cette donnée dans l'équation, parce que si on oublie ça, et ça, c'est un peu le problème de maintenant, c'est que la plupart du temps, on est projeté dans le présent ou dans le passé, enfin dans le futur, pardon, ou dans le passé plutôt que d'être dans le présent. Et pourtant, quand on doit prendre une décision, on est tout le temps en train d'extrapoler. On prend maintenant une décision pour un moment qu'on va peut-être même jamais vivre. C'est comme des gens qui agissent en permanence pour leur retraite et qui meurent avant. Donc moi, ce respect, je garde toujours en tête que de me respecter dans mon éthique, dans ma manière d'être, je le garde en tête que cette manière d'être se modifie chaque jour. Donc, c'est en rapport avec toutes les décisions et la responsabilité d'assumer qui je suis et les décisions que j'ai prises, en me disant, ouais, j'ai pris cette décision, je dis n'importe quoi, mais peut-être le mois dernier, bah regarde, c'est ce que j'ai fait quand je suis venu ici à Haute-Nanda. Je suis venu ici, j'ai déménagé 2 fois en moins d'1 an, et puis là, je vais redéménager. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis, voilà, j'hésite parce que si je trouve pas l'endroit que je veux ici, ben je vais repartir ailleurs parce que ça résonne plus. J'ai testé, je suis venu, je voulais tester, j'ai passé une année complète, un hiver, un été, l'été c'était super, l'hiver c'était génial mais moins bien parce que j'étais moins au soleil. Donc c'est ça, la clé, elle est vraiment là, elle est vraiment de s'adapter, et c'est le mot que je disais tout à l'heure, c'est cette adaptabilité qu'il faut garder en permanence en soi, dans son cœur, pour pouvoir réagir en temps réel à qui on est et à qui on devient en permanence, quoi. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est maximardini.com/ask www.maximardini.com/ask et tu peux simplement donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans les prochains podcasts. À bientôt, ciao.